Ok, merci. Le son et l'image sont là. Donc, bienvenue à vous. Je suis Gaëlle Violet. Je travaille à la Mutualité française Pays de la Loire. Donc, la Mutualité est un mouvement qui regroupe en région 150 mutuelles et plus de 370 services de soins et d'accompagnement à la population. Et je travaille au service prévention, promotion, santé. Et je suis plus particulièrement en charge des actions en santé environnementale. Alors, ce webinaire est le troisième, consacré à la santé environnementale et la périnatalité. Il est proposé en partenariat avec l'ARS Pays de la Loire, que je remercie pour son soutien. Et cette série de webinaires a été mise en place dans le cadre du plan régional santé environnementale, dont un des objectifs est le soutien aux professionnels de la périnatalité et de la petite enfance. L'année dernière, on avait fait passer un sondage auprès de vous, professionnels, pour savoir quelles thématiques vous préoccupez. Et donc, un certain nombre de thématiques sont ressorties, dont celle des perturbateurs endocriniens qui va nous occuper ce soir. Et les webinaires ont deux objectifs en réponse également à vos attentes. Le premier qui est de partager un socle de connaissances scientifiquement établi. C'était des éléments importants que vous nous avez remontés. Et puis, le deuxième objectif, tout aussi important, qui était également de vous proposer des outils, de travailler aussi les questions des postures et des conseils que vous pouvez, en tant que relais auprès du public que vous accompagnez, aussi fournir aux personnes et notamment aux femmes enceintes et aux parents de jeunes enfants. Donc, nous avons eu un webinaire sur la qualité de l'air intérieur, sur les cosmétiques, et ce soir, nous avons donc un webinaire sur les perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens, vous le verrez, il est difficile de les dénombrer au final, mais c'est un sujet d'inquiétude pour la population et c'est également un sujet de préoccupation de la communauté scientifique quant aux impacts sur la santé humaine. Donc, qu'est-ce que c'est exactement un perturbateur endocrinien? Quelle législation encadre son usage? Où est-ce qu'on les trouve? Et puis, quels conseils pour éviter une exposition importante de la population et notamment des femmes enceintes et des jeunes enfants qui sont plus particulièrement sensibles à la pollution intérieure, comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont participé au précédent webinaire. Donc, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nathalie Bonvallon. Nathalie Bonvallon, vous êtes enseignante-chercheuse en toxicologie à l'EHESP et directrice adjointe de l'IRSET. Donc, je vous laisserai dire deux mots plus en avant pour présenter votre structure. Et vos travaux portent notamment, plus spécifiquement, sur les perturbateurs endocriniens et notamment chez la femme enceinte. Donc, comment va se passer ce webinaire? Nathalie Bonvallon propose finalement de répondre à vos questions tout au long de son intervention. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le questions-réponses plutôt que dans le chat, puisque le chat est ouvert, mais ça sera plus facile pour moi et ma collègue de voir vos questions dont je ferai le porte-parole. Voilà, et puis, eh bien, pour les propos introductifs, j'ai fait le tour. Est-ce que tout le monde a la connexion toujours? Je pense que c'est bon. Alors, Nathalie Bonvallon, je vais vous passer la parole si vous êtes prête. Merci Gaëlle. Oui, bonjour. Pour mettre ma caméra, il va falloir que vous me redonniez la main. Donc, bonjour à tous. Donc, en attendant, je vais me présenter. Voilà. Donc, je suis Nathalie Bonvallon. Je suis enseignante chercheur à l'École des hautes études en santé publique et à l'IRSET.
Et donc, effectivement, comme Gaëlle vous l'a dit, donc moi, mes travaux portent d'une manière générale sur les substances chimiques. Et c'est vrai qu'à l'école de la santé publique, je travaille dans le département santé, environnement, travail. Ce département, il a pour rôle de participer à la formation et en particulier pour former les personnes à mieux identifier le rôle et la place des déterminants environnementaux en santé publique. Voilà, vous me voyez, je crois, maintenant. Mais également d'éclairer les politiques publiques pour l'analyse des impacts sanitaires en lien avec les facteurs environnementaux et promouvoir un environnement favorable à la santé. J'effectue mes recherches dans un centre de recherche qui s'appelle l'IRSET, donc l'Institut de recherche sur la santé, l'environnement et le travail, dont je suis également directrice adjointe. Et donc, moi-même, je suis toxicologue, je suis pharmacien et je travaille dans une équipe qui est plus une équipe d'épidémiologistes, justement pour essayer de mieux comprendre les facteurs environnementaux qui ont un impact sur la santé et en particulier pour les périodes de vulnérabilité accrue que sont la femme enceinte et le jeune enfant. Mes travaux de recherche portent plus spécifiquement sur des aspects méthodologiques pour développer la question de l'évaluation des risques pour l'aide à la décision dans les politiques publiques. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je travaille sur les substances chimiques, dont les perturbateurs endocriniens. Donc, je vais partager mon écran, si j'y arrive. Voilà, donc j'espère que vous voyez maintenant mon écran. Gaëlle, si jamais il y a un problème, n'hésite pas à m'interrompre. Donc, ce soir, je vais vous parler des perturbateurs endocriniens. Effectivement, on va revenir un petit peu sur le contexte et puis leur intégration leur définition et leur intégration dans la réglementation. On va également parler des enjeux que ça représente pour finir sur des aspects un petit peu plus pratiques. Donc, le webinaire, il est en 2 parties. Alors, c'est vrai que c'est plus simple peut-être pour vous de pouvoir intervenir tout au long de cette présentation, en particulier peut-être à des moments où on pourra faire des petites pauses justement entre ces différentes parties. Donc, je vais d'abord aborder la question des enjeux d'une manière générale, en revenant sur les définitions, mais aussi sur la complexité réglementaire, parce que c'est vraiment une question aujourd'hui. Et puis, la deuxième partie sera plus présentée sous un angle pratique, on va dire, d'abord pour expliquer un petit peu les sources et les expositions, et puis surtout pour essayer de voir quelles sont les recommandations qu'on peut aujourd'hui donner par rapport à ces substances. Donc, en ce qui concerne les enjeux, je voulais juste rappeler un petit peu l'histoire, juste pour repréciser que les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau et la recherche sur ces substances-là n'est pas du tout nouvelle. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'ouvrage de Rachel Carson, Silent Spring, qui a été publié en 1962. Rachel Carson était une enseignante-chercheur qui travaillait sur des questions environnementales, beaucoup, et qui s'était interrogée du fait que les oiseaux faisaient plus beaucoup de bruit au printemps et qui avait mené un petit peu l'enquête pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait exactement et qui avait corrélé ça à un problème de reproduction chez les oiseaux. Alors, c'est un exemple, ça n'est pas le seul, puisque il y a également parallèlement et puis un petit peu par la suite d'autres publications qui ont été réalisées, d'autres travaux sur d'autres types de molécules, et en particulier des travaux qui ont été faits sur le tributylétain, donc qui date aussi de la fin des années 60 et 1970, où en fait on avait constaté une diminution des populations d'un type d'escargot qui était lié en fait à la masculinisation des femelles. Et puis plus tard également, quelque chose que vous connaissez peut-être aussi très bien, c'est Lou Guillette, donc, qui était un chercheur qui a beaucoup travaillé également sur les questions écologiques et qui avait mis en évidence une chute de population d'alligators dans des lacs américains
qui étaient particulièrement contaminés donc à certaines molécules persistantes organochlorées, pesticides et polychlorobiphéniles en particulier. Donc, ces chercheurs travaillaient déjà beaucoup sur ces questions de perturbateurs endocriniens, même si on ne parlait pas de ce terme à l'époque. C'était des questions qui étaient évoquées dans la sphère vraiment écologique et environnementale. Alors, la genèse du terme, elle date de moins longtemps, c'est 1991. En 1991, c'est donc une chercheuse scientifique qui était très, très impliquée dans ces recherches-là, qui s'appelait Theo Colborn et qui a organisé une conférence, c'est la conférence de WindSpread, pourquoi? Pour rassembler les chercheurs sur ces questions de recherche. Pourquoi pour rassembler ces chercheurs? Parce que c'était finalement... ça regroupait des disciplines qui étaient très différentes, mais le sujet était commun. Et le sujet, c'était que les observations qui étaient faites sur la faune pouvaient être expliquées par l'interaction des substances chimiques avec le système hormonal. C'est à cette conférence-là qu'a été proposé ce terme, alors non pas de perturbateurs endocriniens, mais en anglais de endocrine disruptors, dans le but vraiment de dépasser les frontières disciplinaires. Donc le but, c'était d'avoir un terme commun qui s'adaptait à un type de recherche qui regroupait beaucoup de disciplines, toxicologie, écotoxicologie, écosystème, physiologiste, biologiste, et puis même plus tard, épidémiologiste. Alors, on peut maintenant donner une définition de ce qu'est un perturbateur endocrinien. Des définitions, il y en a eu des multiples depuis cette conférence de 1991. Il y en a eu beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but, c'était vraiment de se dire, voilà, on a interdit par le passé, donc dans les années 70-80, on a interdit le DDT, donc qui est le fameux insecticide organochloré qui était responsable d'un certain nombre d'effets écologiques aux États-Unis dans les années 70. On a interdit le tributylétain, et à l'instar de ces interdictions, compte tenu de ces effets évoqués qui étaient vraiment sur la sphère reproductive et donc qui forcément impliquaient la fertilité et la descendance, on s'est dit qu'il y a un besoin de pouvoir caractériser ou identifier ces substances pour agir via la réglementation. Et donc, il fallait trouver une définition qui permette d'aller agir dans ce sens. Et donc, la définition aujourd'hui qui est la plus communément admise, c'est celle de l'OMS, qui précise donc le perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange exogène, donc qui vient de l'extérieur, qui n'est pas endogène à l'organisme, et qui altère là les fonctions du système endocrinien, et par conséquent, qui a des effets néfastes sur la santé d'un organisme intact, de sa progéniture ou d'une population. Donc, c'est aujourd'hui la définition qui est la plus communément admise. Qu'est-ce qu'elle sous-entend, cette définition? Elle sous-entend plusieurs choses. D'abord, que la substance doit être exogène et qu'on est sur, on parle de substance, donc on est plutôt sur quelque chose de chimique. Ensuite, qu'il faut qu'il y ait un effet néfaste sur la santé et que le mécanisme donc, lié à cet effet soit en lien avec une altération des fonctions du système endocrinien et donc une interaction avec ce système. Donc, le système endocrinien qui reprend l'ensemble des glandes endocrines, les hormones et les phénomènes de signalisation cellulaire qui sont en lien avec les hormones. Cette définition, elle a été complétée en Europe en 2016. Vous voyez un petit peu l'histoire, là, on arrive, ça fait pas si longtemps, par une définition qui est d'ordre vraiment réglementaire, qui a visé à caractériser certains produits chimiques, et en particulier, là, ce sont les pesticides plutôt, donc produits phytosanitaires et biocides, comme perturbateurs endocriniens. Pourquoi? Parce que dans les règlements européens concernant ces produits, était mentionné le fait qu'il ne fallait pas mettre sur le marché de perturbateurs endocriniens. Donc, cette caractérisation, elle a été faite en 2016. Et là, on avait la réglementation a imposé le besoin de lier le mécanisme à l'effet. Ça veut dire qu'il faut, pour la réglementation et pour qu'on caractérise la substance comme perturbateur endocrinien dans le cadre réglementaire, qu'il y ait un lien ou une plausibilité, en tout cas de lien causal entre le mécanisme et l'effet. Ça, c'est pas très très courant. Classiquement, en réglementation, on réglemente plutôt sur les effets sanitaires, mais pas forcément le lien entre le mécanisme et les effets. D'ailleurs, il y a beaucoup de substances qui ont déjà été interdites parce qu'elles avaient des effets cancérogènes
ou des effets toxiques sur la reproduction sans qu'on connaisse du tout le mécanisme d'action. Donc, ce n'est pas très courant et ça demande beaucoup plus d'informations sur ces substances. Alors, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça conduit à quoi ça? Ça conduit à ce type de chiffre, 20 400. C'est le nombre de perturbateurs endocriniens qui sont considérés en fonction de la définition qu'on va retenir. Si on se met dans une sphère stricto sensu réglementaire, aujourd'hui, il y a une petite vingtaine de substances qui ont été caractérisées comme perturbateurs endocriniens tels quels, soit pour l'écologie d'ailleurs, l'environnement, les écosystèmes, soit pour la santé humaine. Si on se met dans un contexte scientifique où on va essayer justement de caractériser des mécanismes d'action en lien avec une perturbation endocrinienne, donc comme l'avait voulu finalement Theo Colborn en 91 pour rassembler des chercheurs sur une question commune, on a des listes de perturbateurs endocriniens qui regroupent plus d'1 millier de substances. Ça ne veut pas dire qu'on a fait le lien entre un mécanisme et un effet, mais ça veut dire qu'on suppose, ou on suspecte de faiblement et de fortement celui. C'est pour ça aujourd'hui qu'en fait, il n'y a pas vraiment de liste unique de perturbateurs endocriniens et c'est pour ça que la question n'est pas si simple, même sur la définition. On est plus sur de l'ordre du concept. Alors, comment identifier le perturbateur endocrinien? Eh bien, ce n'est pas simple non plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une catégorie unique de substances. J'ai représenté un petit panier ici. On ne peut pas tout mettre dans le même panier. Pourquoi? Si on revient un petit peu à la définition qu'on a vue tout à l'heure, le perturbateur endocrinien, il va altérer une ou plusieurs fonctions du système endocrinien. Le système endocrinien, donc là j'ai repris une petite image qui est d'ailleurs explicitée par Robert Barouki, donc dans le cadre d'un MOOC de toxicologie, vous avez une séquence sur les perturbateurs endocriniens spécifiques. Voilà, le système endocrinien, c'est ça. Vous voyez ici différents types de glandes. La thyroïde, le thymus, les glandes surrénales, les ovaires, les testicules, et puis même au niveau du cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse. Ça veut dire qu'un perturbateur endocrinien pourrait être caractérisé s'il altère une ou plusieurs des fonctions de ce système. De plus, les mécanismes en lien peuvent être nombreux. On peut avoir une substance qui va altérer la liaison entre le récepteur et nos hormones naturelles, et donc ça va avoir un impact sur la signalisation cellulaire. On peut avoir une substance qui va altérer ou qui va inhiber une enzyme qui est responsable de la synthèse d'une hormone, donc là encore des mécanismes différents. On peut avoir une substance qui va inhiber, par exemple, les cytochromes, qui sont des enzymes qui sont impliquées dans la dégradation des hormones. On peut avoir également des substances qui sont impliquées dans des interactions avec le transport des hormones. Et donc, on a beaucoup de mécanismes différents sur beaucoup de glandes finalement de notre organisme différents, ce qui fait qu'on a finalement beaucoup d'effets qui sont extrêmement différents. Donc, on ne peut pas mettre tout ça dans le même panier et ça nécessite de faire des études avec des objectifs très différents pour pouvoir identifier tout ça. Une variété d'effets, ça veut dire que ça nécessite beaucoup de travaux, que ce soit la mise en œuvre d'études dans le cadre réglementaire ou de travaux dans le cadre de la recherche. En tout cas, là, ça va nécessiter vraiment de faire différents types d'études. Donc ça, c'est assez compliqué, c'est long, et c'est aussi coûteux, bien sûr. Alors, pourquoi? Alors, peut-être que je peux faire une première petite pause, éventuellement, si Gaëlle a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ok. Donc, je vais... Vous pouvez continuer, ça viendra peut-être après. Je vais poursuivre et puis faire une petite pause juste après. Donc, pourquoi on doit se préoccuper? Je pense que vous avez déjà un petit peu compris là que ce n'est pas si évident du coup de définir et de caractériser un perturbateur endocrinien. Vous allez voir ici que non, c'est pas évident et pour autant c'est une préoccupation. C'est une préoccupation des scientifiques, c'est une préoccupation des pouvoirs publics et même on essaye d'inclure ça aujourd'hui dans les réglementations parce qu'on considère que c'est important. Pourquoi? Alors d'abord parce qu'on sait en tout cas qu'il y a beaucoup de mécanismes chez les perturbateurs endocriniens qui sont conservés entre les espèces. Donc ce qu'on a vu
finalement dans les systèmes écologiques et chez les animaux sauvages, on se dit que ça peut se produire chez les êtres humains. Les estrogènes, les androgènes et les hormones thyroïdiennes, ces trois types, sont identiques chez tous les vertébrés. Les études qui sont mises au point chez les animaux sauvages là montrent que finalement, on a des mécanismes moléculaires communs. Et quand il y a une liaison à un récepteur nucléaire en lien avec des stéroïdes, par exemple, on a montré que ça, c'était assez valable, qu'on soit chez des mammifères ou chez des non-mammifères, et qu'on soit chez différents types de mammifères. Donc ça nous questionne. Ça veut dire que ce qu'on a observé sur la faune sauvage, ça peut, alors peut-être pas dans les mêmes circonstances, peut-être, mais ça pourrait aussi s'observer chez l'être humain. La deuxième chose, c'est que les perturbateurs endocriniens, en tout cas, il y a un certain nombre de substances chimiques aujourd'hui qui sont capables de mimer l'action de nos hormones. On le sait, on l'a vu sur certaines substances qui sont déjà très bien connues. Il faut savoir que l'interaction entre les récepteurs et les hormones, c'est des interactions qui se font à très haute affinité. Nos hormones, certaines de nos hormones, celles qui sont, par exemple, comme les stéroïdes, sont présentes dans notre organisme à des faibles concentrations. On peut être de l'ordre du picomolaire ou du nanomolaire, alors que pour tout ce qui est finalement macromolécules de type lipides ou d'autres types de macromolécules ou des acides organiques, on va être plutôt sur du millimolaire. Donc là, on peut avoir un facteur jusqu'à 1 million. Donc ça veut dire qu'une toute petite dose d'hormones peut avoir déjà un impact important sur la réponse que notre organisme va donner. Donc ça, c'est la première chose. Nathalie, excusez-moi, oui. Alors c'est une question peut-être de néophyte béotien total, mais à très haute affinité, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire justement qu'un tout petit peu, une toute petite quantité a déjà un impact important. D'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir une concentration très importante d'hormones. Et donc, quand on a des substances qui sont capables de mimer ça, alors la substance, elle peut avoir une affinité moins importante pour le récepteur, donc il va falloir un peu plus de concentration de la substance qu'on aurait d'hormones, mais un peu plus, ça peut être juste nano ou micromolaire. Donc on est dans des concentrations qui restent faibles, et donc on estime qu'on peut être exposé à des concentrations qui sont faibles comme ça, même pour les substances chimiques exogènes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que, peut-être pas tout le temps, mais généralement, les mécanismes et les relations dose-réponse, donc les courbes dose-réponse qui sont issues de ces mécanismes-là d'interaction entre les substances chimiques et l'organisme sont de nature sigmoïdale, excusez-moi. Alors, vous avez un exemple ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les plus faibles doses, finalement, la réponse va être plus importante que si on atteint le plateau dans les plus fortes doses. Donc ça va avec le premier élément. Ça veut dire qu'on se situe vraiment à faible dose pour ces questions de substances qui peuvent mimer nos hormones. Donc ça, c'est ce qui est important. Une autre chose qui est importante, c'est que la réponse, finalement, elle n'est pas très, très prévisible lorsqu'on va avoir à la fois des substances exogènes et des hormones qui vont venir s'ajouter dans notre corps. On estime que même si la substance exogène, elle a des effets 10 fois moins importants que l'hormone, ce que j'ai représenté là par 1 plus 0,1, on n'est pas sûr que la réponse finale, elle soit 1 plus 0,1. Il est possible que, comme on se situe dans le domaine des faibles doses, on augmente plus vite et on soit plutôt à 1,5 voire à 2. Et donc ça, c'est une autre problématique qu'il faut prendre en compte dans nos recherches. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expression de nos récepteurs hormonaux, elle est induite, c'est-à-dire qu'elle peut différer en fonction en fonction d'un tissu à l'autre dans notre propre organisme, et elle peut différer en fonction du moment de notre vie. Et donc, et en fonction de la quantité d'hormones qui permet d'induire ces récepteurs. Ça veut dire que si on a des hormones ou si on a des substances qui miment nos hormones, ça peut faire induire la production de nos récepteurs. Donc, il va y en avoir en plus grande quantité. Et si on a plus de récepteurs, on aura une réponse encore à plus faible dose pour la même, donc pour une réponse plus importante, encore à plus faible dose. Donc,
tout ça pour dire qu'on est dans un contexte vraiment où les faibles doses, ça compte, même si voilà, on a tendance à penser que, je dirais en toxicologie classique, que si on se met à des concentrations relativement faibles, il n'y aura plus trop de problèmes. Là, ça marche beaucoup moins bien. Alors, ça ne veut pas dire que même une molécule peut entraîner un effet, mais ça veut dire qu'il faut quand même prendre en compte ça et essayer finalement de se mettre dans des concentrations les plus faibles possibles et imaginables. Alors, il y a une deuxième chose qui est extrêmement importante dans le cas des perturbateurs endocriniens et dans le cas de nos hormones, c'est que nos hormones, elles agissent pendant la période du développement de manière cruciale. Donc ça, c'est très important. Le développement intra-utérin, je pense que vous connaissez très très bien ça, c'est un processus qui est quand même très complexe, pendant lequel d'abord l'embryon et puis après le fœtus, ils vont être très vulnérables à des facteurs externes. Pourquoi ? Parce qu'il y a la mise en place de tous les tissus fondamentaux, donc il y a énormément de migration cellulaire, et donc il y a des mouvements tissulaires qui sont extrêmement complexes, et tout ça, c'est initié par des signalisations cellulaires qui sont en lien avec nos hormones. Pas que, mais entre autres. Et puis après, il y a la croissance, il y a la différenciation cellulaire qui joue un rôle majeur pendant toute la période de la grossesse, et puis même après, pendant la petite enfance, sur certains systèmes comme le système pulmonaire, le système neurologique, qui continuent à se différencier après la naissance. C'est pour ça qu'on identifie la partie périnatale, l'exposition, le moment de la vie avant la naissance et après la naissance comme un moment vraiment crucial en lien de vulnérabilité, en tout cas face aux agresseurs externes, qui incluent les substances chimiques et qui incluent les perturbateurs endocriniens. Voilà, alors ça fait partie d'une hypothèse sur laquelle nous, on travaille beaucoup justement à l'IRSET, c'est l'hypothèse de l'origine développementale de la santé et des maladies, qui précise que en fait, quand on est exposé pendant cette période de vulnérabilité particulière, il y a des mécanismes épigénétiques, c'est-à-dire qui ne sont pas liés aux chromosomes, mais qui sont liés à tout ce qui tourne autour de notre génome, qui vont se mettre en place et qui peuvent participer. Finalement, c'est comme s'il y avait une programmation qui va se faire. Et cette programmation, elle va perdurer dans le temps, ce qui fait qu'on peut développer des pathologies à un âge plus tardif en lien avec l'exposition prénatale ou périnatale. Donc ça, ce sont des choses qui font finalement des perturbateurs endocriniens un enjeu important. Alors, la dernière chose, c'est on a des réponses qui sont parfois non monotones, que j'essaie de représenter là, et qui peuvent être différentes d'un tissu à l'autre. Alors, réponse non monotone, en fait, comme les hormones, elles réagissent avec leurs récepteurs, et elles vont activer les récepteurs, en fait, parfois, on peut expliquer, on peut avoir des courbes, et la plupart du temps, on peut avoir des courbes sigmoïdales, mais on a aussi parfois des corrélations de réponse qui sont données comme ça en forme de U ou de U inverse. Ces formes qui sont un petit peu particulières. Ça veut dire quoi ? C'est par exemple le résultat d'une régulation négative. Quand on parle de système endocrinien, on parle de rétrocontrôle. Ça veut dire que les hormones qui sont fabriquées et qui vont agir sur les récepteurs, au moment où elles agissent sur les récepteurs, il y a un rétrocontrôle qui va se faire pour dire, l'action va s'arrêter. Et donc, c'est ces rétrocontrôles qui peuvent expliquer en partie, on ne sait pas tout, les relations non monotones, mais on suppose que ces rétrocontrôles peuvent être à l'origine en partie de ce type de réponse non monotone. L'autre chose aussi, c'est qu'on a des hormones qui n'agissent pas de la même manière à faible dose et à moyenne ou à forte dose. C'est le cas des estrogènes. À faible dose, ils se lient pratiquement exclusivement aux récepteurs aux estrogènes, alors que quand on met des estrogènes à plus forte dose, là, ils vont se lier aussi à d'autres récepteurs. Ils vont se lier aussi à des récepteurs aux androgènes, et puis, en toute petite quantité, ils peuvent aussi se lier à des récepteurs thyroïdiens. Ce qui fait que, on peut avoir des différences de réponse, faible dose, forte dose, ce qui peut être représenté par ce type de couple. Donc ça peut être, c'est aussi un petit peu embêtant, et en tout cas, c'est un enjeu aujourd'hui dans les recherches méthodologiques sur les risques, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ce qu'on sait faire, ça prend en compte plutôt des courbes dose-réponse monotones, c'est-à-dire pas forcément linéaires, mais en tout cas, on considère que moins on est exposé, et moins c'est embêtant.
Et là, en fait, il y a des niveaux d'exposition pour lesquels, même si on n'est pas très exposé, ça peut être un peu embêtant. Donc, c'est à prendre en compte pour cette catégorie de substances. Et puis, bien sûr, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si aujourd'hui, et vous allez, on pourra en reparler pendant cette présentation, aujourd'hui, on va y revenir tout à l'heure, on est exposé à ces substances-là. On est exposé à des doses qui sont faibles, qui sont même très faibles, voire très, très, très faibles. Donc, c'est sûr qu'il y a un moment où les actions de ces molécules-là, on ne peut pas les voir sur nos organismes. Par contre, ce qui fait la société actuelle aussi, c'est qu'on est exposé à vraiment de multiples substances. On utilise de plus en plus de substances chimiques dans notre quotidien. Donc, même si ce sont des doses très, très faibles, le fait qu'on est exposé à beaucoup de substances différentes, c'est aussi un enjeu pour la recherche et pour la réglementation parce qu'il faut pouvoir additionner les effets de toutes ces molécules. Et donc, même si chacune prise individuellement, les doses sont tellement faibles qu'on se situerait en dessous de tout ce qu'on peut imaginer possible en termes de mécanismes d'action, autant si on est exposé à beaucoup de substances en même temps, ça va être plus compliqué. Et donc, il va falloir prendre en compte ces aspects-là aussi. Alors, justement, que dit la réglementation et que disent les règlements européens? Je cite quatre règlements. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est des réglementations qui sont assez complexes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réglementation transversale sur les substances chimiques qui s'appelle REACH depuis 2006. Et ce qu'il faut savoir, c'est dans le cadre de REACH, les substances qui possèdent des propriétés perturbatrices endocriniens avec effet grave sur la santé, ou l'environnement d'ailleurs, doivent être soumises à autorisation. C'est-à-dire que ça doit passer par des procédures d'autorisation strictes où là, ça équivaut à restreindre la substance dans certains usages où on ne peut pas s'en passer. Par la suite, il y a 2 règlements. Après, il y a des règlements qui sont plutôt selon les usages. Donc, on a, par exemple, le règlement qui concerne les produits phytosanitaires, qui sont les pesticides qu'on utilise aujourd'hui, soit en agriculture, soit pour enlever les herbes, je ne sais pas, sur les voies ferrées ou ce genre de choses. Pour les phytosanitaires et pour les biocides, qui sont aussi des pesticides, mais utilisés dans d'autres domaines, plutôt pour la protection du bois, des locaux, etc. Pour ces 2 usages, les substances, si elles sont identifiées perturbateurs endocriniens, elles ne peuvent pas être approuvées. C'est-à-dire qu'elles vont être exclues et donc on ne pourra pas les avoir sur le marché pour ces usages. Donc il y a quand même des verrous qui existent au niveau réglementaire. Pour les cosmétiques, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas d'interdiction des perturbateurs endocriniens à ce jour. Dans le règlement de 2009, il était précisé qu'il y aurait une évolution nécessaire au vu justement de la définition qu'on pourrait avoir des perturbateurs endocriniens. La Commission européenne a rendu un avis en 2018 sur cette question-là en disant qu'aujourd'hui, on peut autoriser les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques si le risque est négligeable. C'est-à-dire si, en gros, on va faire une évaluation des risques, on va regarder la toxicité par rapport aux usages et aux expositions potentielles qui sont amenées par l'usage du cosmétique et on va regarder si on autorise ou pas par rapport à ça. Alors, bien sûr, dans les cosmétiques, toutes les substances qui sont interdites dans le cadre de REACH ou qui sont déjà classées soit cancérigènes, soit mutagènes, soit reprotoxiques, même si elles ne sont pas identifiées perturbateurs endocriniens, sont par contre, elles, interdites. Donc voilà, c'est pas forcément évident à comprendre tout ça, mais on voit qu'en fonction du coup des usages, on n'a pas exactement les mêmes autorisations et les mêmes réglementations qui sont faites. Donc c'est ça aussi, je pense, qui met un petit peu le flou dans la compréhension des perturbateurs endocriniens. Et comme vous avez remarqué tout à l'heure, pour la réglementation, nous avons besoin d'identifier le perturbateur endocrinien par son mécanisme et par son effet. Ça nécessite quoi? Ça nécessite qu'il faut des tests pour pouvoir évaluer ces aspects toxicologiques. Alors, je passe vite, mais ça, c'est la liste des tests qui sont requis dans le cadre des différentes réglementations. Et dans la première ligne, vous avez les 2 premières lignes, c'est les phytosanitaires et les biocides dont je parlais tout à l'heure. Les tests qui sont requis aujourd'hui, c'est des tests sur l'estrogénicité, l'anti-androgénicité et les problèmes en lien avec la thyroïde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
tout ce qui touche d'autres glandes ou d'autres sphères que stéroïdes, hormones sexuelles et thyroïdes, aujourd'hui, on n'a pas de test qui existe encore dans la réglementation. Et donc, c'est des tests qui vont être développés, qui sont en cours de discussion, mais ça n'existe pas encore. Donc, quand on caractérise un perturbateur endocrinien à l'échelle réglementaire aujourd'hui, c'est que sur la base de la thyroïde et des questions d'estrogénicité et d'anti-androgénicité, donc plutôt sur l'aspect hormones sexuelles. Ça, c'est important à savoir. Nathalie, je peux me permettre de vous interrompre? Oui. Alors, il y avait une question. Que signifie REACH? Ah oui, pardon. Alors, REACH, c'est le règlement qui veut dire alors, enregistrement, en français, je vous le donne. Enregistrement pour registration, évaluation pour evaluation, autorisation pour authorization of chemicals. REACH. Voilà. Et donc, en fait, c'est une réglementation transversale qui est mise en œuvre depuis 2006. Hein, c'est assez récent et qui a été mise en œuvre par la Commission européenne pour parer aux problèmes, justement, des substances chimiques qui sont nombreuses et qui sont utilisées dans les produits. Donc, on est tous, voilà, on utilise tous des produits qui contiennent des substances chimiques. Et pourquoi ils ont mis en œuvre ça? C'est parce que jusqu'à dans les années 80-90, c'était les États membres qui devaient évaluer les risques de chacune des substances pour décider si la substance devait être finalement restreinte en termes d'usage ou pas. Et il se trouve que quand les États membres devaient faire ces propositions d'évaluation de risque, c'est toujours dans un cadre de politique avec l'ensemble des parties prenantes. C'est des choses, des temps extrêmement longs, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à évaluer, à l'époque, ils ont réussi à évaluer peut-être 50 ou 60 substances en plus de 10 ans. Et donc, les États membres ont dit qu'il faut que ce soit aussi à la charge des producteurs. Il ne faut pas que ce soit seulement les États membres qui fassent ces évaluations. Il faut que les producteurs, quand ils mettent sur le marché, soient capables de fournir les données en amont, qu'il y ait une traçabilité, une transparence dans ce qui est donné. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ce règlement REACH. Donc, c'est vrai qu'il y a des tests qui sont requis maintenant, qui sont obligatoires. Mais du coup, vous disiez que finalement, il y a plusieurs définitions des perturbateurs endocriniens. REACH s'appuie sur quelle définition des perturbateurs endocriniens? Il regarde combien de perturbateurs endocriniens finalement? Alors, REACH s'appuie aujourd'hui sur une définition qui est similaire, c'est-à-dire que il faut à la fois qu'on ait un mécanisme d'action qui ait été identifié et un effet qui a été identifié. Et il faut qu'il y ait, alors c'est pas forcément un lien causal entre les deux, mais il faut qu'il y ait une plausibilité de lien, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des études qui montrent à la fois le mécanisme et l'effet. Ce n'est pas seulement l'effet. Contrairement aux substances qui sont aujourd'hui considérées par exemple comme très toxiques ou comme cancérigènes ou comme reprotoxiques, ces substances-là, c'est une classification, c'est plus une identification ou une caractérisation, elles sont classées sur la base des effets qui sont mis en évidence dans les tests toxicologiques qui sont faits chez l'animal. Là, vous voyez que dans ces tests-là, on requiert également des tests qui sont souvent sur des cellules ou sur des rongeurs et qui permettent de voir le mécanisme et non pas seulement l'effet. Donc, ça nécessite plus de tests. Et donc, REACH, c'est à peu près pareil. Et quand j'ai présenté tout à l'heure le nombre 20, je faisais allusion à l'ensemble des réglementations. Il n'y en a même pas une vingtaine, je crois qu'il n'y en a que 18, qui sont aujourd'hui caractérisées comme telles. D'accord. Voilà. Mais bon, ça va évoluer les prochaines années. Ça va évoluer parce que, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a beaucoup de substances qui sont aujourd'hui en cours d'évaluation, il y en a presque 80, donc le chiffre devrait normalement grossir ces prochaines années. D'accord. Par contre, c'est seulement basé sur des mécanismes en lien avec la thyroïde et les hormones sexuelles. Ouais. Voilà, ça le montre bien. Et vous voyez, ce que ça montre aussi, c'est qu'il y a tout un tas de règlements dans lesquels il n'y a pas de tests spécifiques qui sont requis. Donc, il y a les études classiques. Donc, avec les études classiques, on est quand même capable de voir les effets sur la reproduction, sur les organes. Mais par contre, on ne peut pas identifier le mécanisme. Et donc, on ne pourra jamais caractériser un perturbateur endocrinien dans d'autres contextes, tant qu'on n'a pas fait évoluer ça, dans d'autres contextes que REACH et puis les biocides. D'accord. Je vous propose, il nous reste 20 minutes, justement, peut-être une transition sur les effets sanitaires.
Voilà, et bien très bien, on parle des enjeux. Alors, qu'est-ce que dit la littérature? Alors là, j'ai mis une petite, vous imaginez bien que je ne vais pas faire un catalogue de les 1400 substances qui ont été suspectées, identifiées par Theo Colborn. Je vais pas tout décrire. Donc, j'ai pris le parti là de vous présenter un petit tableau avec voilà, les principaux perturbateurs endocriniens qui sont soit reconnus, soit suspectés, mais plutôt fortement suspectés. Et puis, j'ai fait des cases. Alors, j'ai repris un petit peu ce qui se faisait dans le cadre des grands documents de l'OMS ou des chercheurs qui ont aussi beaucoup publié sur cette question et qui ont fait des rapports au Parlement et à la Commission européenne. Donc, tous ces documents-là, ils sont disponibles sur Internet. Juste pour vous montrer que, vous voyez, il y a beaucoup de colonnes. Dans les colonnes, on a différents types d'effets qui regroupent des choses très différentes, avec des altérations métaboliques, où là, on va plutôt parler d'effets en lien avec le diabète, l'obésité, des choses comme ça. Du neurodéveloppement, parce que là, on n'est plus sur la thyroïde. Et donc, le neurodéveloppement, ça va agir ensuite sur les capacités cognitives. Et donc, on peut avoir des effets de type plutôt voilà, déficit d'attention, hyperactivité. On parle beaucoup aujourd'hui de TDAH, je ne sais plus l'acronyme en français. Voilà, où on considère qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui peuvent avoir ce type de déficit d'attention. Il y a bien sûr la sphère reproductive historique, donc ça reste. Hein. Et puis il y a les cancers, et puis après on a aussi l'impact environnemental. Donc j'ai mis là en rouge ce qui est certain. C'est juste pour vous montrer que voilà, il y a des choses qui sont certaines. En gras, ce qui est suspecté fortement. Et puis, ce qui est pas en gras, c'est des choses qui sont plausibles, mais que voilà, c'est nécessaire encore de faire avancer les travaux de recherche pour avoir plus d'éléments. Voilà, donc on voit déjà que, vous voyez, DDT, c'est un pesticide organochloré. Le DES, c'est le j'arrive pas à me souvenir de cet acronyme, je m'excuse. C'est un médicament qu'on donnait aux femmes enceintes dans les années 70. Bon, voilà, on connaît bien toute l'histoire. Le bisphénol A, c'est un plastifiant. Le 2HP, c'est un phtalate plastifiant également. Les PBDE, ce sont des retardateurs de flamme. Le PFOA, PFOS, ce sont des perfluorés qu'on utilise pour les téflons, pour les déperlants, pour les antiadhésifs. Le triclosan, voilà, c'est un conservateur. Et les PCB, ce sont les polychlorobiphéniles qu'on retrouve aujourd'hui encore beaucoup dans l'environnement. Vous voyez que ce sont des catégories de substances qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et donc, on en vient aux pathologies. Là, on a montré un petit peu ce qu'on sait en toxico. Et ben, ça veut dire quoi en termes de pathologie? Ça veut dire que ces molécules sont susceptibles de participer, enfin en tout cas de contribuer à l'apparition de pathologies de type métabolique. Donc là, on peut parler justement d'obésité, de troubles du comportement, de troubles de la fertilité, malformations congénitales, puberté, etc., de cancers hormonodépendants. Donc on parle vraiment de pathologies qui sont très multifactorielles, d'où la difficulté aussi de pouvoir étudier ces phénomènes dans la population humaine. Et pourquoi ce sont des enjeux? Là, juste, si vous voyez ces schémas, le poids des maladies en France, si on se focalise sur le bleu et le rouge ici, les décès qui sont attribuables aujourd'hui, la plupart, vous voyez, ça fait une grosse proportion, ce sont les cancers, les maladies cardiovasculaires. Les cancers qui peuvent être, alors ils ne sont pas tous hormonodépendants bien sûr, mais dedans on a les cancers du sein et les cancers de la prostate qui sont les premiers cancers, qui font partie des premiers cancers en France, et puis les maladies cardiovasculaires qui sont une conséquence finalement du diabète et de l'obésité. Voilà, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, les pathologies les plus représentées, et pas qu'en France, hein, dans les pays industrialisés, même si elles sont très multifactorielles, ce sont les mêmes aussi pour lesquelles on a des enjeux importants en termes de perturbateurs endocriniens. Et puis, si on regarde plutôt chez les jeunes en termes de morbidité et pas de mortalité, si vous voyez en vert ici, alors c'est une proportion moins importante, mais on est quand même sur voilà, quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. On a les troubles mentaux et du comportement. Donc on peut aussi relier en partie. Donc ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les perturbateurs endocriniens sont responsables de toutes ces pathologies, mais ça veut dire que dans la genèse de ces pathologies, les perturbateurs endocriniens sont des facteurs de risque. Et donc, il faut les prendre en compte en plus des autres facteurs de risque, puisque ce sont des pathologies qui sont très multifactorielles. Et évidemment, nos modes de vie aujourd'hui ont un impact très important aussi sur ces pathologies. On ne va pas accuser que les substances chimiques. C'est sûr que la sédentarité voilà, peut avoir un impact.
l'alimentation peut avoir un impact très important, l'alcool, le tabac, voilà, tout ça, ça peut jouer. Donc, c'est important de prendre en compte l'exposition aux substances chimiques pour comprendre aussi la genèse de ces pathologies. Voilà donc pour ce qui est vraiment de ces enjeux sanitaires. Alors peut-être y a-t-il des petites questions un petit peu là-dessus aussi? Alors, j'avais une question qui… tout à l'heure, vous disiez que il y a des sensibilités différentes selon les moments de vie en fonction, si j'ai bien compris, aussi du nombre de récepteurs hormonaux. Vous avez cité la période prénatale, embryonnaire, fétale. Est-ce que l'adolescence, c'est une période critique aussi? Ben, j'ai envie de dire, ce sont toutes les périodes où on a des transitions fortes et des mouvements forts qui se passent dans notre organisme sont des périodes critiques. Donc oui, j'aurais tendance à dire oui, tout simplement parce qu'il y a là des choses qui se passent au niveau hormonal. Donc on n'est plus sur la migration cellulaire comme on est pendant la période prénatale, mais par contre on est sur des changements très très importants qui ont un lien aussi avec le système endocrinien. Donc oui, c'est très important. Donc oui, c'est vrai que je dis périnatalité, mais l'adolescence, c'est aussi une période critique. Est-ce que les perturbateurs endocriniens peuvent avoir un rôle dans les allergies ou les maladies, les pathologies respiratoires? Là, c'est plus difficile de répondre parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur les liens entre le système endocrinien et le système immunitaire. Donc, c'est difficile de répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans la caractérisation qu'on fait des perturbateurs endocriniens, on ne prend pas en compte ces éléments-là. Et c'est pour ça que, mais j'y reviendrai aussi, qu'il ne faut pas désolidariser le message perturbateur endocrinien des messages substances chimiques, tout simplement parce qu'on ne sait pas bien aujourd'hui identifier tous les perturbateurs endocriniens, on ne connaît pas tous les mécanismes. Et il y a des substances chimiques en plus qui ne sont pas du tout perturbateurs endocriniens aujourd'hui, comme, je sais pas, je peux citer, qui ne sont pas considérés en termes mécanistiques. Le formaldéhyde, par exemple, c'est une substance chimique dont on connaît aussi ses effets néfastes. C'est pas parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qu'il faut oublier aussi les autres. Donc, voilà, c'est important d'avoir un message qui soit global et pas que lié à la perturbation endocrinienne, bien sûr, parce que tout ce qui est impact sur la sphère respiratoire chez l'enfant, c'est aussi des choses importantes, étant donné que le système respiratoire se met aussi encore en place à cette période-là. Et donc, voilà, on peut avoir des effets qui seraient plus importants aussi sur ces périodes de la vie. Toujours sur les pathologies, est-ce que certains perturbateurs endocriniens sont cause de malformations génitales? Je pense notamment malformations chez le jeune garçon ou chez le bébé qui vient de naître, ou aussi de puberté précoce. Alors, pour les malformations de type cryptorchidie, hypospadias, voilà. c'est très connu. Effectivement, il y a certains perturbateurs endocriniens qui, en toxicologie en tout cas, c'est très très bien connu, qui entraînent des malformations à ce niveau-là avec des diminutions de l'assistance anogénitale. Donc ça, c'est assez connu sur certaines molécules. Mais par exemple, le DEHP, en toxicologie, on connaît bien ses effets. Après, c'est difficile de le mettre en évidence en épidémiologie parce que nos outils aujourd'hui, on a besoin de puissance statistique importante. On est sur des faibles risques et on est sur des effets multifactoriels. Donc, c'est toujours très, très difficile de mettre en évidence quoi que ce soit, mais ça, c'est assez connu, oui. Après, en termes de puberté précoce, chez le rongeur, on a aussi effectivement des données qui confirment que il y a des molécules qui peuvent avoir ce type d'effet. Après, comme je disais, on ne peut pas mettre toutes les molécules dans le même panier parce qu'il y en a, ça va être des effets obésogènes et d'autres des effets sur la puberté ou des effets sur l'information. Oui, c'est ça, avec des effets éventuellement cancérigènes. Voilà. Ouais. Et du coup, dans le même ordre d'idée, justement, pas mettre tout dans le panier, est-ce qu'on a idée du poids des impacts des perturbateurs endocriniens par rapport à d'autres causes? Par exemple, est-ce que les perturbateurs endocriniens peuvent peser davantage que la sédentarité sur des maladies cardiovasculaires? Alors, on n'est pas capable d'avoir ces approches-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour connaître le poids de l'environnement dans les maladies, donc ça, c'est l'OMS travaille beaucoup là-dessus avec des ensembles de chercheurs qui publient régulièrement des mises à jour du poids de l'environnement dans les maladies à l'échelle mondiale et dans les pays industrialisés. Et en fait, pour estimer ce poids, il faut avoir des données d'entrée.
Et les données d'entrée qui sont robustes pour estimer ce poids, ce sont des données avec des fractions attribuables qui sont issues de l'épidémiologie. Et donc, il faut avoir une relation causale qui a été identifiée. Donc ça, on l'a très bien pour le tabac. Aujourd'hui, on l'a dans l'environnement pour la pollution atmosphérique. Mais les perturbateurs endocriniens, on n'a pas ce type de relation parce qu'on n'a pas suffisamment de données et qu'on n'a pas de données épidémiologiques avec un lien causal. Donc, les estimations, elles existent. Il y en a certaines qui ont été faites, mais elles sont moins robustes. Donc, on n'aura pas forcément la même… voilà, on n'aura pas envie de dire c'est aussi robuste que ce qui se fait pour la pollution atmosphérique ou pour la malbouffe ou je ne sais pas d'autres types de relations qui sont beaucoup mieux connues. Mais par contre, il y a des équipes de recherche qui ont travaillé sur ces estimations et qui montrent que ça peut avoir… Alors, on ne peut pas comparer parce que les impacts qui sont estimés, ce sont des impacts, ça va de le recours à la PMA, procréation médicale assistée, à la baisse des points de QI chez les enfants. On ne peut pas comparer tout ça. Donc, souvent, on utilise les coûts associés des maladies, donc le coût de la vie, etc. Donc, c'est des indicateurs qui sont un peu complexes. Et donc, quand on fait ce travail-là avec des données qui ne sont pas très robustes, on arrive à des coûts qui sont quand même très importants. Après, savoir si c'est plus important ou moins important aujourd'hui, on estime que voilà, on peut pas tellement comparer des indicateurs qui ne sont pas comparables. Donc, je pense qu'on ne peut pas tellement répondre à cette question aujourd'hui. Par contre, on suppose que ça peut être important. C'est pour ça, en fait, qu'on s'intéresse à ces questions aujourd'hui. Mais on est plus sur des suspicions fortes que sur du lien causal. Enfin, ce qui veut dire aussi qu'on doit, dans l'accompagnement, rester sur une approche aussi globale et multifactorielle. Exactement. Et il ne faut pas pour autant dire que ce n'est pas important parce qu'on ne va pas attendre qu'il se passe des choses pour agir non plus. Et donc, c'est là où il faut arriver à trouver le bon compromis entre ce qu'on sait. Voilà, on sait des choses en toxicologie. Il y a des liens entre les systèmes écologiques et l'être humain. Il y a des pathologies qui augmentent, qui croissent dans les pays industrialisés. Elles sont multifactorielles, mais les substances chimiques en prennent une petite part. Donc, il faut agir là où on peut agir. Et voilà, ne pas attendre d'avoir des liens causaux identifiés en épidémiologie pour décider. Voilà, c'est juste là savoir comment est-ce qu'on peut se situer. Et au niveau des pouvoirs publics. C'est une transition quasi parfaite sur la suite. Alors voilà, maintenant je vais aborder plus la partie pratique. Alors je voulais quand même refaire un petit rappel sur les expositions et du coup sur les sources, mais je pense que vous aurez compris avec ma présentation que les perturbateurs endocriniens et plus globalement les substances chimiques, pour ne pas trop se contenter des 20 perturbateurs endocriniens réglementaires, on les retrouve partout. Selon les molécules et selon les usages, ce n'est pas la même chose, effectivement, mais on les retrouve dans l'alimentation. Les résidus de pesticides, il y en a certains qui sont suspectés. On les retrouve dans les cosmétiques, certaines suspicions sur certaines familles de molécules. Dans les plastiques, dans tous les plastiques, y compris les plastiques alimentaires, dans les matériaux de décoration, les matériaux de construction, on est encore bien sur des plastiques, là, ou bien tout ce qui est certaines peintures ou des vernis qui sont mis ensuite. Les produits ménagers, donc on va retrouver tout ça dans les environnements intérieurs. Enfin, on y est exposé partout, pour tout, avec tout. Alors, certes, à des doses faibles, mais on est quand même exposé. Ça, c'est les sources. Alors, je voulais juste présenter, mais je vais aller très très vite, parce que ça, c'est pour vous présenter donc, un site qui a été… qui est créé par Santé publique France, qui s'appelle Agir pour bébé, où vous retrouvez des informations qui sont assez intéressantes et où justement vous avez la possibilité de voir par type d'environnement où sont les sources, alors des substances chimiques d'une manière générale. Et par exemple, si on prend la cuisine, voilà, vous avez des choses qui se présentent comme ça où vous pouvez cliquer sur des petites choses et puis on vous dit, on trouve dans les récipients plastiques, parce qu'il y a des plastifiants, l'aluminium, les poêles et casseroles anti-adhésifs parce qu'il y a de l'anti-adhésif. Donc quand c'est usé, ça relargue. Les poissons plus contaminés, là, c'est pour tout ce qui est métaux lourds, etc. Les produits ultra transformés parce qu'il y a beaucoup d'additifs, les cuissons à haute température parce qu'on va avoir des hydrocarbures, donc tout ce qui est friture, il faut faire attention à la température. Les fruits, les légumes parce qu'il y a des résidus de pesticides, les céréales, tout ce qui est issu de l'agriculture conventionnelle, les barquettes à chauffer, etc. Donc voilà, ça c'est assez intéressant et je vous invite à aller faire un tour sur ce site qui est bien fait pour ça. Mais par contre, voilà, moi maintenant, ce que je voulais vous présenter, c'était les expositions, parce qu'on parle des sources.
c'est bien aussi d'objectiver les expositions. Et donc, ce que je vous présente là, c'est la question des les résultats finalement des programmes de biosurveillance qui sont aussi réalisés par Santé publique France. En 2006, il y a eu un premier programme qui a été fait dans le cadre du plan national nutrition santé. Alors, voilà, il n'y a pas tout plein de molécules, mais il y a plus d'une quarantaine de molécules qui avaient été mesurées à l'époque sur un échantillon de la population française et qui montrait que voilà, on avait des choses bien puis des choses moins bien. La plombémie a beaucoup baissé entre 1996 et 2006. Les dioxines ont beaucoup baissé en 10 ans, même si on est encore exposé. Les PCB aussi ont été divisés par 3. On reste encore exposé à ces molécules-là. Par contre, on avait des expositions à l'époque 100% aux organophosphorés, qui étaient beaucoup utilisés en agriculture à l'époque. Et puis, des expositions aux pyrétrinoïdes, qui sont des insecticides utilisés en agriculture, mais aussi dans le milieu domestique, qui est plus élevé que dans les autres pays. Donc ça a beaucoup questionné sur pourquoi est-ce qu'en France, on est beaucoup plus exposé à ces molécules. 2011, nouvelle étude qui a été réalisée alors dans le cadre de la cohorte ELF, donc là, c'était que des femmes enceintes, donc adultes, mais femmes enceintes, où on a mesuré beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé en 2011? Une quasi-omniprésence de bisphénol A, mais quand même avec une diminution temporelle. Une quasi-omniprésence des phtalates dans les échantillons qui ont été mesurés, avec une corrélation qui a été faite pour les emballages alimentaires. Et pour les phtalates, on a même corrélé ça aussi à l'usage de peinture ou de cosmétiques. Une forte prévalence des polybromodiphényléthers. Ce sont les retardateurs de flamme, donc qui sont retrouvés dans tous les meubles rembourrés, c'est pour des raisons de sécurité, hein, pour les emplois. Et puis surtout les perfluorés qui sont retrouvés dans 100% des échantillons chez ces femmes. Et puis dans le sens plutôt positif, on avait quand même une diminution importante de la prévalence des expositions aux organophosphorés, parce qu'ils ont été beaucoup interdits en fait, hein, entre 2006 et 2011. Une diminution encore des PCB, des dioxines, des furanes, mais toujours une exposition plus élevée aux pyrétrinoïdes qu'ailleurs. Alors, ce qu'on suppose, c'est vraiment les usages antiparasitaires, les usages domestiques, parce que les études de l'ANSES sur les usages domestiques des pesticides montrent que voilà, on utilise beaucoup de pesticides et c'est les antiparasitaires, c'est beaucoup les animaux de compagnie. Du coup. Et puis, alors, pour finir, c'est les dernières études qui sont sorties en septembre dernier sur les enquêtes Esteban, donc, qui ont mesuré beaucoup de choses. Et où là, on a mis en lien aussi des déterminants, en lien avec les expositions. Par exemple, les molécules bromées retardateurs de flamme, on y est plus exposé quand on prend plus souvent sa voiture, ce qui est assez logique, parce qu'on en a beaucoup dans les voitures, dans les tissus, ou quand on n'aère pas son logement. On retrouve toujours les bisphénols, et c'est lié aux emballages alimentaires, sauf pour le bisphénol A, qui d'ailleurs a été interdit dans les emballages alimentaires, donc ça peut s'expliquer, mais on retrouve les autres. On retrouve voilà, les perfluorés, des solvants. Et puis, ce qui est assez majeur dans cette étude-là, c'est qu'on a remarqué que les enfants étaient plus exposés que les adultes. Alors ça s'explique parce que les enfants, par rapport à leur poids, ils mangent plus, ils boivent plus. Les enfants, ils sont exposés en plus aux poussières, aux contaminants, et puis ils mettent tout à la bouche. Donc, ils sont exposés aussi avec des contacts un petit peu différents que les adultes, puisque tous les objets qu'ils vont porter à la bouche, voilà, il peut y avoir des transitions. Donc ça montre qu'on est tous exposés aux substances chimiques, hein, on cherche, on trouve, et aux perturbateurs endocriniens. Et on voit aussi en rouge ce que je vous ai mis là, c'est des déterminants. On peut agir sur ces déterminants. Donc il faut agir sur ces déterminants parce qu'on peut le faire et c'est pas forcément très compliqué pour tout. Après, il y a des choses qui sont plus ou moins faisables, donc il faut aller orienter aussi sur les choses qui sont les plus simples. Donc, pour conclure, en fait, je voulais vous présenter un petit peu des choses qui peuvent être reprises. D'abord, c'est quand on veut recommander des choses, il faut vraiment s'inscrire dans une logique d'hygiène de vie. Il ne faut pas dire arrêtons les perturbateurs endocriniens. Il faut plutôt dire ayons une hygiène de vie globale importante. Parce que là, je mets 2 exemples, c'est des caricatures, hein, vraiment. Donc, il ne faut pas les prendre comme ça, mais plus sous format caricature. Si on mange tous des hot dogs, des frites, des chips et du vin bio, on aura toujours des problèmes d'obésité et de choses comme ça. Voilà, il ne faut pas forcément recommander manger bio partout, parce que manger des fruits et légumes et manger sainement et manger des fibres, c'est aussi extrêmement important et c'est sûrement beaucoup plus important dans nos modes de vie pour éviter les pathologies en lien avec l'obésité aujourd'hui. Et du coup,
voilà, il faut savoir aussi dire, si on est face à des personnes qui ne mangent pas équilibré, il faut d'abord peut-être leur conseiller de manger équilibré avant d'aller leur dire de manger bio. Même s'il faut accompagner les gens dans la transformation et dans le changement. Donc ça, c'est important. La deuxième question, c'est la question aussi de l'environnement intérieur. Mieux vaut encore aujourd'hui avoir un environnement, un petit chez-soi bien sécurisé, même s'il est contaminé avec des substances chimiques, que de vivre dans la rue. Il est bien évident qu'on ne va pas dire à tout le monde arrêtez de vivre et arrêtez de tout faire. Enfin, je veux dire, il faut trouver des recommandations qui soient faisables et qui n'aillent pas dans le sens contre-productif par rapport à ce qu'on attend finalement d'un environnement qui soit favorable à la santé d'une manière globale. Donc ça, c'est important. C'est important aussi d'adapter les messages en fonction des patients, en fonction des gens que vous aurez en face de vous aussi. Pourquoi ? Parce que il y en a qui vont être qui sont connaisseurs, qui veulent aller beaucoup plus loin, et dans ce cas, il faut les accompagner au changement, et effectivement, leur proposer de transformer, de manger bio de plus en plus souvent. Il faut aller dans ce sens-là, mais par contre, il faut aussi voir à quel niveau ils en sont sur la connaissance, à quel niveau aussi ils en sont sur leur capacité. On parle de littératie en santé, mais sur la capacité à intégrer les informations pour justement aller dans l'amélioration de la santé et puis leur envie d'aller plus loin. Hein. On sait bien que c'est comme avec le tabac, hein, c'est pas en disant arrête de fumer que ça marche. Il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement et que finalement le patient il trouve aussi ses propres solutions. Donc le professionnel, il va surtout être là pour l'accompagner dans ces solutions-là. Voilà, donc ça c'est le petit préalable. Et puis après, les messages, on ne les désolidarise pas des autres messages. Donc clairement, perturbateur endocrinien, c'est aussi l'alcool, c'est aussi le tabac, parce que d'ailleurs dans le tabac et dans la fumée de cigarette, il y a beaucoup de molécules qui sont connues pour être des perturbateurs endocriniens. Il faut mettre tout ça dans un paquet global. L'alimentation chez la femme enceinte, le poisson, éviter les poissons qui sont trop contaminés en PCB, en dioxine, ne pas en manger tous les jours, tout ça, c'est tout aussi important. Et ça rentre dans le cadre des perturbateurs endocriniens d'ailleurs. Le risque microbiologique, il est là aussi, il existe, et pourtant là, on sort du risque chimique. Il ne faut pas désolidariser tout ça. Et puis manger sainement, c'est important. Donc pour ça, il y a des recommandations qui ont été d'ailleurs réactualisées il n'y a pas très longtemps. Donc des avis de l'ANSES ou bien du Haut Conseil de la Santé publique qui sont basés sur cet avis, qui disent d'ailleurs, on peut privilégier les fruits et légumes bio, on peut privilégier les produits céréaliers bio. Donc il faut aller dans ce sens-là, clairement. Mais après, il faut savoir justement adapter son discours en fonction des publics. Et puis, je voulais montrer, alors, pour finir, parce que je vais peut-être un peu dépasser là, je voulais juste montrer que les messages, il y en existe déjà plein, des messages simples qui sont nombreux et qui sont souvent développés d'ailleurs au niveau local. Alors là, je m'excuse, je présente ce que je connais de mieux, qui a été développé par le réseau Périnat d'Ille-et-Vilaine, qui est breton maintenant d'ailleurs, avec l'ARS Bretagne et la Maison de la Consommation de l'Environnement. Mais vous retrouvez ce type de vous retrouvez ce type de recommandations qui sont plutôt simples et bien faites un petit peu dans toutes les échelles territoriales en France. Donc n'hésitez pas à réutiliser ce type d'aspect. Donc là, je ne vais pas tout citer, mais en gros, on a des messages qui peuvent être apportés pour réduire les expositions. Et je rebondis sur, alors ça fait peut-être le lien avec un autre webinaire que la Mutualité française a organisé, mais sur l'environnement intérieur aussi, quelque chose qui marche très bien et qui est vu dans les corrélations avec les déterminants, c'est que quand on aère son logement et qu'on fait le ménage, on est moins exposé. Donc ça, c'est vraiment une recommandation aussi qu'il faut. C'est pas très compliqué d'aérer son logement 15 minutes tous les jours. Après, c'est des choses qui sont faisables. Et puis après, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à fabriquer tous ces produits maison, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des choses à faire très attention. Voilà. Mais en tout cas, réduire aussi, on peut éviter aussi de démultiplier tous les produits qu'on a chez nous. On n'a pas forcément besoin de 15 produits ménagers pour faire le ménage. Des fois, un seul, ça peut suffire. Un seul ou deux en fonction des choses. Donc, je pense que là, j'avais mis quelques petits exemples parce que c'est ceux que j'ai trouvés et que je trouve assez simples. Mais il y en a plein d'autres. Donc, moi, je vous conseille d'aller rechercher ces informations-là. Voilà. Et puis, je voulais juste conclure sur une remise en perspective, mais je l'ai dit tout du long. Il faut toujours remettre la notion des perturbateurs endocriniens dans une question plus large. Et la question plus large, c'est le risque chimique, mais pas que. Parce que c'est pas parce qu'une substance n'est pas un perturbateur endocrinien qu'elle n'est pas toxique.
Donc, le risque chimique, c'est important. Mais en même temps, c'est pas parce que il y a des choses qui pourraient être catégorisées perturbateurs endocriniens, mais qui ne le sont pas parce que ce ne sont pas des substances. C'est d'autres choses, comme là, j'ai mis un petit exemple d'ondes, parce qu'on peut parler beaucoup des écrans. Hein. Les écrans, ça a un impact sur certaines molécules de notre cerveau, et y compris des hormones. Donc, ça pourrait très bien rentrer, quand on regarde trop la télé, ça devient de la perturbation endocrinienne. L'alimentation, hein, si on mange trop de sucre, même si ce n'est pas catégorisé comme ça aujourd'hui, si vous mangez trop de sucre, vous allez déséquilibrer votre système endocrinien. J'ai même mis une petite lune parce qu'on sait que aujourd'hui, il y a des études qui sortent sur le fait que quand on travaille de nuit, on a aussi l'horloge chronobiologique avec les hormones qui vont avec qui est déséquilibrée, et ça peut entraîner des pathologies. Récemment, il y a des études qui sont sorties sur le cancer du sein, justement, chez les femmes qui travaillent de nuit. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il faut remettre tout ça dans un contexte un petit peu plus global, et c'est vraiment important de ne pas focaliser que sur les perturbateurs endocriniens, même si c'est très important, qu'il y a beaucoup d'enjeux et que la communauté scientifique travaille beaucoup dessus. Voilà. Tout à fait. J'ai quelques questions. L'une qui fait peut-être le lien avec ce que vous venez d'évoquer sur la question de la substance. Est-ce qu'un perturbateur endocrinien peut être d'origine naturelle ? En fait, oui. Alors ça, c'est dans la définition. Ça peut être d'origine naturelle. En fait, la définition exacte qui est donnée, c'est une substance exogène, d'origine naturelle ou d'origine humaine. Exogène, ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on sait fabriquer, qui est dans notre corps, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, si vous mangez du soja, les phytoestrogènes, par exemple, on ne sait pas les fabriquer, c'est exogène, donc ça peut être considéré perturbateur endocrinien. Si vous mangez, alors évidemment pas si vous mangez du soja une fois de temps en temps, mais imaginons quelqu'un qui mangerait du soja matin, midi et soir, qui boirait que des jus de soja, il pourrait avoir un déséquilibre au niveau de certaines de ses hormones, bien sûr. Donc, ça pourrait être considéré comme un perturbateur endocrinien. Et les huiles essentielles, les phytoestrogènes, sont considérés. Alors, les huiles essentielles, on n'a pas tellement de connaissances sur les mécanismes. Donc, c'est difficile de les catégoriser là-dedans. Mais par contre, les huiles essentielles, c'est naturel, mais c'est quand même pas tout à fait naturel parce que ce sont des extractions qui sont faites de la nature. Et donc là, en fait, quand on fabrique une huile essentielle, on a une concentration extrêmement importante de la plante, donc ça devient toxique. Et donc, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que ce sont des petites quantités qu'on utilise. Et il y a certaines huiles essentielles qui sont très irritantes, il y en a d'autres même qui sont neurotoxiques. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas élucidé les mécanismes d'action en lien, donc c'est difficile de parler de perturbateurs endocriniens. Donc, pas forcément perturbateurs endocriniens, mais toxiques. Des effets toxiques sur la santé possibles, selon les possible si on en met trop, si on ne l'utilise pas. Après, il y a des précautions d'emploi à prendre. Et puis, il ne faut pas baigner tout son environnement intérieur avec des huiles essentielles en grande quantité parce qu'on pense… C'est vrai qu'on a tendance, en tant qu'être humain, à penser que quand c'est naturel, il n'y a pas de posologie. On peut y aller comme on veut. Et en fait, non, bien sûr que non. C'est d'origine naturelle, mais c'est extrait et donc c'est concentré. Donc, c'est aussi toxique dans certaines conditions, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que, alors pourquoi on recommande, c'est des questions très techniques, hein, mais pourquoi on recommande d'utiliser une hotte lorsqu'on cuisine? Alors ça ne concerne pas nécessairement les perturbateurs endocriniens, mais plus généralement justement les polluants. Les polluants de la cuisine. Ouais. Alors quand on cuisine, il y a de la combustion, et donc il y a de la combustion incomplète. Donc s'il y a des hydrocarbures aromatiques qui sont formés, il y en a qui sont perturbateurs endocriniens d'ailleurs. C'est un exemple, hein, mais donc vous faites une combustion et donc en fait la hotte aspirante, elle va aspirer, si elle fonctionne bien votre hotte, elle va aspirer les contaminants et donc il y aura moins de contaminants dans l'air ambiant et donc vous serez moins exposé. Après, si vous n'avez pas de hotte, vous pouvez aussi ouvrir en grand pour éviter. En fait, c'est une question de dilution, c'est pour diluer. Oui, quand on fait la cuisine, on s'expose au phénomène de combustion, bien sûr. D'accord. Alors après, si vous faites bouillir, si vous faites que des choses à bouillir et que vous avez que des plaques électriques, il n'y aura pas beaucoup de phénomènes de combustion. Hein. Mais bon, quand on fait la cuisine, on ne fait pas que bouillir des choses avec de l'eau et une plaque électrique. Donc, il y a toujours un moment où on a des polluants qui se dégagent. Est-ce que donc effectivement, vous évoquiez les recommandations du PNNS qui ont un peu bougé ces derniers temps et ça a été de haute lutte.
Quel poisson recommander pour la femme enceinte? Alors, en fait, dans les recommandations, c'est bien précisé. Alors, je n'ai pas les espèces en tête, hein, je ne suis pas très douée là-dessus, mais c'est bien précisé les espèces de poissons qu'il faut carrément éviter. Alors, je sais qu'il y a la lamproie, enfin, il y a des choses qui sont un peu pas très classiques. Et après, par contre, dans les poissons un peu plus classiques, ce qu'il faut éviter, c'est de manger tous les jours des poissons gras. Donc, il ne faut pas manger du thon et du saumon tous les jours, parce qu'en fait, ces poissons, ils sont ils sont contaminés avec des PCB ou parce qu'ils sont en fin de chaîne alimentaire. Donc, et du coup, ils sont plus contaminés que les poissons non gras. Et du coup, il faut en manger parce que c'est excellent pour la santé en termes d'acides gras insaturés. Mais par contre, il ne faut pas en manger tous les jours. Donc, on recommande souvent 2 poissons par semaine, mais un seul poisson gras. Et après, on peut, voilà, ça c'est ce qui est recommandé. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas avoir une alimentation basée que sur le poisson gras. Parce que justement, il y a ces contaminations PCB. Alors, c'est surtout les métaux lourds et les PCB et les dioxines. D'accord. Est-ce que vous autorisez encore 2 questions? Ah bah, bien sûr, allez-y. Parce qu'on a un peu dépassé. Donc, pour ceux qui peuvent rester, eh bien, merci. Le dioxyde de titane, est-ce que c'est un perturbateur endocrinien? Oui, non. Et sinon, est-ce qu'il est toxique pour la santé? Alors, c'est difficile de le caractériser perturbateur endocrinien, c'est pareil. Alors, le dioxyde de titane, ça dépend de son état physique. Je pense que la question, elle est peut-être sous-jacente aux nanoparticules. Je ne sais pas. C'est possible. En fait, le dioxyde de titane, à l'état normal, il montre une toxicité sur certains organes, mais on sait, classiquement, il n'est jamais utilisé à des doses qui peuvent entraîner ça. Le dioxyde de titane, il est aussi utilisé de plus en plus en petites particules. Et là, on sait moins bien étudier ça parce que tous les problèmes. Alors après, les nanoparticules, c'est plus tellement mon domaine scientifique, mais ce que je sais, c'est que c'est assez compliqué finalement d'étudier ces aspects et de représenter la réalité de ce qui se passe chez l'être humain en laboratoire parce que les nanoparticules, elles ont tendance à s'agréger de manière un petit peu particulière en fonction des milieux dans lesquels on les met. Et du coup, c'est assez difficile de reproduire ce qui se passe. Donc, la question aujourd'hui, elle n'est pas résolue. Je pense qu'on manque de données pour répondre sur la toxicité des nanoparticules de dioxyde de titane. Donc, voilà. Après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que quand on peut... le dioxyde de titane, il est aussi utilisé dans l'alimentation en additif pour blanchir, beaucoup. Et peut-être aussi dans les cosmétiques, dans les dentifrices et tout ça. Voilà, après, on n'est pas... quand on dit qu'il faut réduire les expositions aux substances chimiques, quand on peut, on réduit. Et du coup, si on peut acheter des choses où il n'y a pas de dioxyde de titane, autant acheter des choses où il n'y a pas de dioxyde de titane. Autant acheter des choses où il n'y a pas de parabènes. Autant acheter des choses, si on parle des cosmétiques, autant acheter des choses où il n'y a pas de plastifiants. Donc, dans l'alimentaire, justement, il faut éviter d'acheter trop de choses avec des plastifiants. Donc, en fait, c'est pour réduire, tout simplement. Après, il y a des choses, on ne peut pas s'en passer. Mais quand on a le choix, il faut pouvoir le faire. De manière éclairée. Donc, c'est vrai que si c'est pour un cosmétique, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin que ce cosmétique soit celui-là ou un autre? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors que, par exemple, parce que la question a été précisée entre-temps, dans les médicaments, le dioxyde de titane peut être également utilisé. Oui, alors je ne sais pas trop dans quels médicaments on le trouve, mais après les médicaments, il y a un bénéfice certain derrière qui est donné. Donc il faut faire attention à ne pas tomber non plus dans un extrême où on dirait on ne se soigne plus. Parce que le médicament, alors contrairement aux autres substances chimiques, ce qui est pris en compte, c'est l'aspect bénéfice-risque. Donc, alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des médicaments pour tout et pour n'importe quoi, mais si on a un traitement qui peut être important, il faut aussi avoir ça en tête. Là, on rentre dans le message global. Donc, si on prescrit quelque chose pour soigner quelque chose, là, la question est un petit peu différente et il n'y a pas toujours d'alternative. Contrairement à, on peut peut-être changer de dentifrice, c'est assez simple. Donc, il faut pas... il faut trouver le bon compromis, justement, pour pas aller non plus dans l'autre sens. C'est comme les poissons, il ne faut surtout ne pas manger de poisson, parce que le poisson, c'est très riche en acides gras insaturés, c'est très bon pour la santé. Et ça, c'est prouvé. Et donc, il faut juste trouver le compromis. Très bien. Je vous remercie. Alors, c'est pas une question, c'est une remarque. Si, c'est une question aussi.
mais à laquelle il est compliqué de répondre. Donc, on a vu là comment on pouvait agir au quotidien pour réduire nos expositions, comment en tant que soignant, on peut accompagner les personnes, comment aussi en tant que, par exemple, gestionnaire de crèche, on peut faire des choix justement où il n'y aura pas de perturbateurs endocriniens. La question était aussi de mobiliser plus globalement les politiques pour des démarches qui soient plus riches, plus globales, peut-être plus impactantes. Est-ce que vous avez un commentaire, peut-être en écho aussi à la fresque que vous avez montrée tout à l'heure sur l'usage d'un certain nombre de produits? Alors oui, j'ai un commentaire à faire parce que il y a beaucoup de choses qui se font en fait à l'échelle des politiques plus générales. Il y a beaucoup de choses qui se font. Par contre, c'est vrai que quand on est à l'échelle des politiques européennes, par exemple, c'est un temps très long. C'est un peu comme l'échelle de la recherche, hein, on est sur un temps long. C'est pour ça qu'il faut pas oublier les actions locales, parce que les actions locales, elles ont souvent, d'abord, elles servent aussi à la mise en œuvre de politiques plus générales, et surtout, on arrive à faire des choses sur des temps qui sont plus courts. Mais aujourd'hui, à l'échelle européenne, et la France, elle n'est pas la dernière, là, elle pousse beaucoup, notamment avec l'ANSES, pas que, mais à l'échelle européenne, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire sur la question des mélanges. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire sur la question des perturbateurs endocriniens et de l'évaluation. Comme je disais tout à l'heure, il y a 80 molécules qui sont aujourd'hui dans le collimateur. Alors 80, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà énorme en fait. Et puis après, voilà, on est vraiment dans une mouvance où voilà, on essaye de rétablir un peu, j'allais dire, la sobriété chimique. Alors évidemment, on ne va pas tout interdire. Hein. On est dans une société où on a besoin de ça aussi. Ça fait partie du confort, ça fait partie de plein de choses qui nous servent au quotidien. Mais par contre, ça, c'est des choses qui arrivent progressivement. Et moi, je suis persuadée que ces prochaines années, il va y avoir des choses qui se font. Mais c'est très progressif et c'est très long. C'est des temps longs, vraiment. Donc voilà, c'est aussi là pour nous rassurer. Enfin, il ne faut pas croire que personne ne fait rien. Après, on ne fait jamais assez, hein. Ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, Madame Bourvallon, sur ces aussi paroles d'espoir, d'encouragement. J'ai fait le tour des questions. Merci de votre intervention. Vous avez des remerciements, effectivement, des participants. Merci à vous. Vous allez recevoir un mail demain. Dans ce mail, vous aurez un lien pour aller sur un questionnaire d'évaluation. Nous vous remercions de bien vouloir le remplir. Ça nous permet de savoir si les webinaires répondent à vos attentes. Et puis, donc ce webinaire sera aussi disponible en replay avec un dossier qui accompagne celui-ci d'ici une dizaine de jours sur notre site internet. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bourvallon. Merci à vous. Et puis, si peut-être vous aviez imaginé de dire un petit mot. C'est vrai, j'ai oublié. Voilà, je parle beaucoup. Oui, non, c'est vrai que je peux remettre en contexte aussi. On a ce webinaire tombe alors de manière tout à fait hasardeuse, mais en même temps que la mise en œuvre et en tout cas le déploiement d'une formation qu'on propose à l'école, qui est dans le cadre de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens et qui a été financée par la Direction générale de la santé. Une formation du coup de 6 heures qui se fait intégralement en ligne, donc pour lesquelles il y aura des sessions en 2021. Voilà, donc c'est une formation par contre qui est à destination des professionnels de santé dans le cadre du dispositif DPC, et donc c'est principalement la priorité aux médecins, infirmières, sages-femmes, et donc voilà, comme on a beaucoup de demandes, tout le monde peut pas s'inscrire, mais en tout cas il y aura une session en 2021 en début d'année, et puis on espère que ce sera quelque chose, un dispositif qui sera un petit peu plus pérenne. Voilà, donc c'était pour faire une petite publicité. Merci. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir.